Bienvenue au 11e jour de notre formation de 60 jours sur le DevOps. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, dans ce cours, dans ce tutoriel, je vais vous parler du shell scripting. Déjà, il faut noter que dans la vidéo précédente, nous avons parlé du déploiement et nous avons aussi fait un déploiement complet en utilisant le AWS Code Deploy, le AWS Code Build ainsi que le AWS Code Pipeline pour pouvoir créer une chaîne d'automatisation à chaque fois qu'on va modifier notre code. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler du shell scripting, pourquoi utiliser le shell scripting en tant que DevOps ingénieur ou bien en tant qu'un DevOps. On va parler des bases du shell, on va parler du shebang, on va parler des conditions, des comparaisons, les conditions avec case, les boucles. Donc on va faire tellement dans cette vidéo. Alors, normalement les DevOps travaillent souvent dans les environnements où l'automatisation, la gestion des serveurs, le déploiement des applications et tous ceci sont des cas cruciaux. Et le shell scripting va nous permettre de, premièrement en tant que DevOps, automatiser les tâches répétitives, comme les backups et les mises à jour ou le monitoring, n'est-ce pas? Donc si vous, par exemple, chaque matin, vous devez vous lever à 2 heures pour pouvoir envoyer peut-être, ou bien télécharger les rapports et envoyer peut-être à votre supérieur, vous pouvez juste utiliser le shell scripting pour pouvoir faire ça de manière plus... donc ça va nous permettre d'automatiser vraiment les tâches. Ensuite, on a la gestion des serveurs. Ici, on va exécuter les commandes sur plusieurs machines à travers des scripts. N'est-ce pas? À travers les scripts. Je pense qu'on aura l'occasion de faire ce genre de choses dans nos prochains tutoriels. Ensuite, ici, on a l'intégration CI/CD. Donc, on peut écrire des petits scripts pour les pipelines. Et lorsqu'on sera en train d'exécuter notre pipeline, ces scripts-là seront appelés. Par exemple, disons que dans notre pipeline, on veut peut-être utiliser Docker pour lancer les conteneurs. Après que le pipeline soit terminé, il faut qu'on lance le conteneur, n'est-ce pas? On va juste mettre la commande Docker Compose up dans notre fichier script et il sera automatiquement exécuté. Ensuite, on a le gain en temps. Vous savez bien, si par exemple, normalement vous devez vous lever à 2 heures chaque matin pour faire des tâches et si vous parvenez à écrire un script et faire ça pour vous, ça veut dire qu'à 2 heures chaque matin, au mieux d'être sur la machine, vous êtes plutôt en train de dormir. Donc ça vous permet de gagner en temps. Donc le script est bien écrit. Un script bien écrit remplace des heures de travail manuel. Et on a aussi la portabilité. Les scripts shell fonctionnent sur presque tous les systèmes Unix et Linux, n'est-ce pas? Ok, super. Donc un exemple concret, comme d'abord j'ai pris un exemple ici. On a un DevOps peut écrire un script pour vérifier l'espace d'un serveur ou renvoyer une alerte s'il est trop plein. Tout simplement. Donc ça veut dire que quoi? Si par exemple votre disque sur votre serveur a peut-être 100% d'espace. S'il arrive que le disque arrive peut-être à 95%, on peut déjà prévoir ça en renvoyant un alerte, n'est-ce pas, au développeur. On peut aussi envoyer un mail, pourquoi pas. Tout ça en utilisant les scripts, le shell, n'est-ce pas? Alors, j'espère que nous avons déjà bien compris pourquoi est-ce que les DevOps doivent s'intéresser au shell scripting. Maintenant, où est-ce qu'on utilise le shell? Ou bien qui est-ce qui utilise le shell? On utilise le shell dans l'administration système, dans l'automatisation, dans le développement et aussi que dans le déploiement, c'est-à-dire l'installation des dépendances, la configuration des événements. Et surtout dans l'automatisation pour les DevOps avec les tâches cron. Nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, d'explorer ce cron-ci dans nos prochaines vidéos. Alors, nous allons entrer dans les bases du scripting. Déjà, on a plusieurs types de shell. Et c'est quoi la différence? D'abord, on a le shell par défaut qui est installé sur presque tous les systèmes d'exploitation Linux, qui est le Bourne Again Shell. On va appeler ça Bash à chaque fois, n'est-ce pas? Donc il est puissant et riche en fonctionnalités. Ensuite, on a le SH qui va je te dire Bourne Shell. Il est bien plus ancien et plus limité que le Bash ici en haut. Et souvent en lien symbolique vers le Bash, les systèmes modernes, tout simplement. Ensuite, on a d'autres shells tels que le ZSH, le Cache et le Fish. Donc, en gros, la différence entre le Bash, n'est-ce pas, et le SH, c'est simplement côté fonctionnalité. Donc, le Bash est plus moderne et prend en charge des fonctionnalités comme les tableaux, contrairement au SH. Et tous les scripts qui vont s'exécuter avec le shell ont l'extension .sh, n'est-ce pas? Les scripts ont souvent l'extension sh. N'est-ce pas? Par exemple, vous allez écrire ici mon script.sh. Mais c'est pas obligatoire. C'est une convention pour indiquer que c'est un script shell, tout simplement.
Donc le shebang est la première ligne d'un script qui indique quel interpréteur utiliser. Bon, là on va ouvrir un peu notre terminal pour voir peut-être quel script est-ce qu'on va utiliser dans notre cas. Donc si je fais ici which bash, vous voyez, on me dit cela bin bash. Donc le shebang en fait c'est pour juste pour rapidement dire, c'est un peu abusé, n'est-ce pas? D'habitude on va écrire sharp pour dire sharp, n'est-ce pas, comme hashtag. Hashtag se dit sharp en anglais ou bien hashtag, mais normalement les développeurs vont appeler ça sharp. Donc on va dire sharp et n'est-ce pas le point d'exclamation qui est ici là, on va aussi appeler ça bang en anglais parfois, donc ça peut arriver. Donc on va écrire ici bang. Si on combine les deux, ça fait shabang. Shabang. Et au fur et à mesure qu'on prononce ça rapidement, ça va donner shebang, comme ça. Le shebang. Donc, tous nos fichiers script qu'on va écrire dans cette... en fait, tous les développeurs, tous les DevOps ingénieurs, tout le monde va toujours commencer à écrire... son script en utilisant le bin bash. Dans le shebang, c'est comme ça qu'on va appeler ça. Donc dans ce fichier, moi je vais venir, je vais créer un fichier ici appelé run peut-être .sh, n'est-ce pas? Vous voyez le logo a changé, ça reconnaît. Lorsqu'on met sh, ça reconnaît automatiquement qu'il s'agit ici d'un fichier script. Donc je vais commencer par mettre ça, le point d'exclamation, ça c'est mon shebang. Donc bin bash, tout simplement. Ok, super. Donc je rentre dans mon cours. On va commencer par la commande echo. Celle-ci va afficher du texte à l'écran. Donc si je reviens ici là, je dis echo, j'écris ici salut tout le monde. Ok. Donc là je vais l'exécuter. Pour l'exécuter c'est très simple. On va faire sh, n'est-ce pas? On va faire sh de cette manière-ci et on va exécuter la commande. Donc sh run. Ok, il faut que je navigue jusqu'à le jour 11. Donc je vais faire cd jour 11, n'est-ce pas? Et là je vais dire ok, nous sommes déjà dans le jour 11. Ok, donc je vais maintenant faire sh run comme ça. Donc on voit ici, ça nous affiche salut tout le monde. Donc ça c'est juste pour afficher un message à un utilisateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je vais juste séparer, je vais séparer ça. Je vais séparer, n'est-ce pas? Ok, pour qu'on puisse lire aussi et modifier sans toutefois avoir de problèmes. Donc, on va utiliser le echo pour afficher des messages à l'écran. On peut aussi utiliser les variables. Donc, on peut avoir les variables dans le script. Donc, je vais venir ici là et je commande celui-là. Je vais copier ceci. Donc, nom Marie, par exemple, je vais le coller là. Et à la place de Marie, je vais écrire ici Golden Brain Tech. Donc si j'exécute ça, voilà ici, ça me dit salut Golden Brain Tech. Donc on voit que la valeur de cette variable ici là est passée ici, n'est-ce pas? C'est tout simplement. Donc les variables, maintenant on va déclarer une variable. Donc on vient juste de le faire ici. Avec ça non golden.tech et on peut aussi faire de même avec les numéros. Donc si je dis h égale à 45 et je vais ajouter ici là j'ai, n'est-ce pas, j'ai h. Donc on va d'abord passer le dollar. Donc tu vois le dollar comme vous pouvez voir ici, et ça c'est déjà la première manière de référencer une variable. La deuxième manière, on va utiliser ça comme ceci, n'est-ce pas? Et là, je vais passer âge à l'intérieur. Donc, si je lance le code, vous voyez, on dit cela, salut Golden.tech, j'ai 45 ans. Donc, soit vous pouvez toujours écrire comme ça, c'est la même chose. Donc, je peux toujours enlever ceci, juste là, et si je réexécute encore, vous voyez, ça affiche le même résultat. Donc, c'est à moi de voir. Et aussi, je pense que même les codes qui sont ici, là, on peut aussi décider d'enlever. Et là, on va exécuter. Ça donne toujours la même chose. Ok, ça ne donne pas la même chose. Expected. Ok, c'est à cause de ça. Je pense que c'est à cause de ça. Donc, si j'enlève, par exemple, je réexécute ça. Donc, vous voyez, ça nous donne le même résultat. Salut, j'ai 45 ans. Donc, tout va dépendre de nous.
Ensuite, on a l'entrée des utilisateurs. Donc, je vais copier ce code. Et je vais commenter celui-ci. Et là, je vais coller celui-ci ici. Donc, on dit quel est ton nom. Et maintenant, on va dire read nom, n'est-ce pas? Quel est ton nom? Read nom. Le nom, là, c'est en fait, on essaie de récupérer la variable qui est entrée, n'est-ce pas? Lorsque l'utilisateur va entrer, on essaie de récupérer cette variable-là et saluer l'utilisateur. Donc, si je entre ça, ici, on dit quel est mon nom. Moi, je m'appelle Golden Brain. Voilà, on va dire salut Golden Brain. Une autre manière de faire ce même exercice, n'est-ce pas? Je vais juste commenter ça. Une autre manière de le faire, ça serait de faire read, n'est-ce pas? Moins P, n'est-ce pas? Moins P, et je vais dire ici, quel est votre nom? Donc, je vais juste recopier ça. Je vais copier ça, le mettre là. Et ici, je vais passer la variable que je veux récupérer. Donc, je vais dire ici nom, tout simplement. Non, comme ceci. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quoi? La variable que l'utilisateur va entrer sera directement stockée dans nom. Et si je viens maintenant là, je copie nom ici et je le colle juste en bas. On va réexécuter ce code. Vous voyez, ça me dit quel est ton nom. Quel est ton nom? Ok, je m'appelle Jack. Vous voyez, on va dire salut Jack. Donc, soit vous pouvez l'écrire comme ça, vous faites d'abord le echo, ensuite vous faites le nom. Ou bien tout simplement, vous pouvez faire les deux à la fois en utilisant le read-p pour passer le message et ainsi que la variable dans laquelle la valeur sera stockée. Ok. Ensuite, maintenant, nous allons passer aux conditions. Les conditions. N'est-ce pas? On va d'abord écrire un if. Donc, pour dire si, on va écrire un if, on va passer la condition qu'on veut. Si la condition est validée, n'est-ce pas? On va dire then. Donc, pour dire donc, then. Et on va dire vrai. Else, pour dire ou, n'est-ce pas? Si cette condition n'est pas respectée, on va dire faux. Donc, voici un petit exemple ici. N'est-ce pas? Je vais copier ce code. Je vais coller ici. Donc, d'abord, je vais commencer par commenter ça. Maintenant, ici, on a quoi? On a if age. Donc, en fait, on passe d'abord, désolé, on commence d'abord par déclarer une variable âge qui est égal à 18 ans. Maintenant, on va dire if âge moins greater than equal to 18, n'est-ce pas? Le moins GE veut dire 18. Et là, ça entre dans les comparaisons ici. Les comparaisons pour les nombres. Donc ici, on a equal to qui veut dire égal. On a not equal to qui veut dire différent de. On a greater than qui est supérieur, n'est-ce pas? On a greater than or equal to, supérieur ou égal. Donc c'est ça que nous sommes en train d'étudier là. Donc on va vérifier si âge est supérieur ou égal à 18, on va dire tu es majeur. Dans le cas concret, on va utiliser le else, on va dire ici tu es mineur. Donc je vais exécuter ce code. Donc comme la variable, on me dit tu es majeur, n'est-ce pas? La variable était déjà à 18. Donc si je mets par exemple à 15, je réexécute le code. On me dit tu es mineur. Bon, maintenant il y a le if else, n'est-ce pas? Ça c'est le if else. Donc si je commente ici en haut, ça c'est if else. Donc là je vais copier ce code et je vais le commenter. Maintenant nous allons faire le else if. Else if. Ok. Donc pour écrire le else if, on va venir ici, on va faire else if, n'est-ce pas? Ça c'est encore une autre condition. Peut-être qu'il pourrait aussi arriver que l'utilisateur a peut-être plus de 60 ans, alors il est vieux, n'est-ce pas? Donc on va dire cela, if age is greater than, donc greater than GT 60, n'est-ce pas? Greater than 60. Donc je ferme ça, je dis then, je descends, et là je dis echo. Waouh, vous êtes très âgé, n'est-ce pas? Vous êtes très âgé. Ok, donc je réexécute ce code en mettant, disons d'abord 15. Donc j'ai déjà exécuté 15. Donc je vais mettre 65 pour qu'on puisse voir. Là alors on dit tu es majeur. Ok, en fait ce qui se passe c'est que cette première condition-ci est déjà respectée pour 60. Donc elle sera automatiquement exécutée, tout simplement. Donc ce qu'on peut faire c'est que on peut... bon, laissez-moi essayer quelque chose. Donc je vais mettre ici là or. Comme ceci. Oui, c'est ça.
Et là, je vais dire h encore. H is less than cette fois-ci. Is less than 59, n'est-ce pas? Is less than 59. Juste pour voir, n'est-ce pas? Donc, je ne veux plus que lorsqu'on a que 60 ou 65, cette condition-ci soit respectée. Donc, je vais exécuter ça. Ok, j'ai une erreur. Bon, je ne pense pas que ce soit possible de faire ça. Je ne pense pas que ce soit possible de faire ça. Bon, tout simplement, je vais échanger cette condition-ci ici en haut. Donc, je vais copier tout ceci. Copie. Et je vais le mettre là en haut. Comme ceci. Tout simplement. Bon, là, je vais exécuter. J'ai une erreur. On me dit line 27. Missing. Ah, ok. Il y a un espace ici. Il y a un espace ici. Il y a un espace ici. Bon, je vais rentrer encore sur mon code. Je pense que ce code-ci, il était valide. Mais juste qu'on avait un problème au niveau de 60. Je pense qu'il était valide. Bon, je vais encore exécuter. Mais vous voyez ici, on me dit, waouh, vous êtes très âgé. Vous êtes très âgé. Ça veut dire que quoi? Que 65 est plus grand que 60. Donc, on va ici, waouh, vous êtes très âgé. Mais par contre, je pense que nous avons une erreur à la ligne 27. Donc, on va encore vérifier. If H greater than minus t. Bon, je pense que moi j'ai tout écrit. 65 comment not found. Je pense que peut-être cette partie-ci a un problème. Donc, je vais encore exécuter. Ok, bon, en fait, cette partie-ci, elle marche très bien. Mais je sais pas trop pourquoi est-ce que j'ai cette erreur-là à côté. Mais sinon, notre code fonctionne quand même, n'est-ce pas? Alors, on va passer à la prochaine partie. Ok, voici encore un exemple très simple pour les comparaisons. Donc ici, on a 10, n'est-ce pas? Est-ce que 10 est greater than? Donc, est-ce que 10 est plus grand que 5? Si oui, on va dire 10 est plus grand que 5. N'est-ce pas? On va jeter fermer la condition. Donc maintenant, voici les conditions pour les fichiers. Donc je vais commenter ça. Et je vais dire ici, file. On va commenter, file, conditions, en anglais. Ok. Donc je vais copier cet exemple. On a un fichier test.txt. Et là, on va utiliser F pour voir si c'est un fichier, n'est-ce pas? Il y a F pour voir si c'est un fichier. Il y a E pour voir si ce fichier existe, n'est-ce pas? Donc d'abord, on va commencer par vérifier si test.txt est un fichier. Donc je vais copier ça ici, je vais l'exécuter. On dit le fichier n'existe pas. Donc ce fichier n'existe pas. Mais je pense qu'on pouvait plutôt utiliser E, n'est-ce pas? C'est E pour désigner si ça existe, pas E, pas F. Donc je vais corriger ça. Donc on dit ce fichier n'existe pas. Par contre, si je viens dans ici, si je viens ici et je fais un touch, n'est-ce pas? Touch test, oui, test.txt. Vous voyez, je pense que le fichier a été créé juste là. Maintenant, on va exécuter ce code. Donc je vais monter 2 fois et là j'exécute. On dit le fichier existe. Donc le moins E va vérifier si c'est un fichier, si le fichier existe, n'est-ce pas? Alors que le moins F va vérifier si c'est un fichier ou pas. Donc si je viens plutôt ici là, je fais à la place de ça, je dis plutôt que fichier n'est pas un fichier, tout simplement. Donc je vais recopier ceci et le coller là et dire plutôt est un fichier. Donc je vais enlever n'est pas et laisser est un fichier, tout simplement. Donc là maintenant je l'exécute, on me dit test.txt n'est pas un fichier. Test.txt n'est pas un fichier. Et on a test.txt ici.
Ok. Je pense qu'on a une erreur. Test.txt. Oh, ok. On n'a pas d'erreur. On n'a pas d'erreur. En fait, on vérifie si ceci est un fichier. Et si c'est le cas, on va afficher c'est un fichier. J'ai fait une erreur et j'ai confondu les chaînes de caractères qu'il fallait afficher à l'écran. Donc, l'autre ci monte en haut, l'autre ci descend. Donc, c'est un fichier, n'est-ce pas? C'est un fichier. Donc, si je réexécute, donc vous voyez, test est un fichier. Ok. Donc, ça c'était pour vérifier si un fichier. Bon, on peut aussi vérifier si c'est un dossier. Si c'est un dossier, n'est-ce pas? On va utiliser le -d pour le dossier. Et là, si je réexécute, on me dit test n'est pas un fichier. Donc, je pourrais juste changer ceci. Donc, je vais copier ça. Et ça, je vais dire ici dossier. Donc, on veut voir ce que ceci est un dossier. On dit ici là, .txt n'est pas un dossier. Par contre, si cette fois-ci je crée peut-être, je supprime ce .txt, n'est-ce pas? Je supprime ce .txt. Donc je vais venir ici et je vais dire ici delete. Yes, move to recycle bin. Et maintenant je vais faire un make-d ici en bas. Je vais faire un make-d et là je vais dire test, n'est-ce pas? .txt. Là, je viens de créer plutôt un dossier qui s'appelle text.txt. Et là, je vais encore réexécuter ce code. Vous voyez, on me dit maintenant, test.txt est un dossier. Ok, super. Maintenant, nous avons les conditions avec case. Donc, c'est une manière d'écrire les conditions, mais pas en utilisant le if else, bien le else if les autres là. Donc, je vais commenter ça. On va utiliser le text case. Ok, donc si je viens là, on dit ici choisis un fruit. Donc on va te donner une liste de fruits. On va te donner pomme, on va te donner banane, on va te donner orange. Et maintenant on va lire ton fruit, n'est-ce pas? On va lire ton fruit. On pourrait aussi changer ça en faisant juste un read plutôt ici en haut. Et on va passer le -p. Et la variable fruit, elle sera lue juste là à la fin. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de ça. On va juste, c'est juste pour raccourcir notre code, n'est-ce pas? Pour écrire moins de lignes. Maintenant on va vérifier si fruit est dans pomme. Donc si la variable fruit, si pomme est contenue dans fruit, n'est-ce pas? Donc c'est ça en anglais, case fruit in pomme, in banane, in orange. Donc pour mieux lire et facilement lire, je vais l'écrire comme ça. Donc je vais entrer encore à ce niveau-ci. Voilà. Donc, on va d'abord vérifier est-ce que la valeur de fruit est pomme. C'est la première chose. Si oui, on va dire une pomme, c'est bon. Si la valeur de fruit c'est banane, on va dire une banane, miam. Et ensuite, si la valeur de fruit est orange, n'est-ce pas? On va dire une orange juteuse. Mais par contre, s'il arrive qu'on ne sait pas exactement ce qui est stocké dans fruit, on va dire je ne connais pas ce fruit. Tout simplement. Et de la même manière qu'on avait écrit case, on va écrire plutôt case en rentrant. Donc c'est la même manière ici. Je ne sais pas si vous avez mentionné ça. Lorsqu'on va dire if, pour dire si, pour fermer notre condition, on va dire plutôt fi, qui est l'inverse de if. Et c'est la même chose avec le case. Donc pour fermer le case, on va dire case plutôt en envers. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Donc je vais exécuter ce code. On me dit choisir un fruit. Bon, moi je vais choisir je vais donc choisir l'orange. Ok, on dit orange juteuse. Par contre, si je choisis un fruit qui n'existe pas, peut-être la papaye, on me dit je ne connais pas ce fruit. Donc vous voyez que ça marche un peu comme les conditions, mais c'est plus facile à écrire, c'est plus facile à lire et ça prend aussi moins de lignes. D'accord, super. Ensuite on va passer aux boucles. Donc il y a les moyens pour nous de passer des boucles, n'est-ce pas? Donc si je copie ça, on va exécuter ceci ici. Donc je commente ça, je descends et je colle ce que nous avons là. Donc on va dire for I in 1, 2, 3, 4, 5, do. Donc on a dit que pour I qui se trouve dans 1, 2, 3, 4, 5, on va juste afficher ce numéro là. Donc si j'exécute, vous voyez, on a numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'au numéro 5.
Donc ça c'est pour la boucle for. Et on peut faire tellement d'opérations complexes avec cette logique de for. Donc on a deux types de boucles. On a la boucle for et on a la boucle while. Alors la différence entre le for, la boucle for et la boucle while est très simple. Elle est très simple. Avec la boucle for, on sait exactement le nombre de fois que la boucle va opérer. Par exemple, on voit ici que la boucle elle a opéré 5 fois de 1 à 5. Alors qu'avec la boucle while, on ne sait pas exactement le nombre de fois qu'elle sera opérée. Donc si j'exécute le code ici, on voit ici, on a compteur SH, on a run.sh, on a compteur 0, 1, 2. Si par exemple je mets 1000 ici, n'est-ce pas, si je mets 1000, même 10 000, donc la boucle sera exécutée jusqu'à 10 000. Donc on ne sait pas exactement le nombre de fois que cette boucle sera exécutée. Et dépendant de la valeur qui va arriver dans notre automatisation, dans notre shell, dans notre script, ce code sera exécuté tout simplement. Donc c'est ça la différence majeure entre la boucle for et while. Si vous savez exactement le nombre de fois qu'il faut exécuter la boucle, utilisez la boucle for. Mais par contre, si vous ne savez pas exactement le nombre de fois que la boucle while sera utilisée, la boucle ou bien la répétition que vous voulez faire sera faite, utilisez la boucle while. Ensuite, on a les fonctions. Donc, même ici, on utilise les fonctions. Et les fonctions ici ressemblent beaucoup aux fonctions JavaScript. Donc, je vais copier ce code-ci. N'est-ce pas? Je vais copier ce code. Et pour le moment, je vais d'abord enlever ceci. Je vais d'abord enlever ça. Je vais dire Golden Brain. Et là, je vais enlever le pôle ici. Donc, c'est vraiment similaire aux fonctions JavaScript. Mais la différence ici, c'est que lorsqu'on va appeler la fonction, on ne passe pas les brackets pour dire que c'est une fonction. Donc, on va juste l'appeler comme ça. Donc, vous voyez ici, on dit salut Golden Brain. On dit salut Golden Brain. Maintenant, comment est-ce que les paramètres vont fonctionner? Donc, normalement, vous savez que une fonction, elle va prendre les paramètres tels que name, n'est-ce pas, tels que h. Normalement, ça c'est ce qu'on sait. Mais ici, c'est pas le cas. Les variables, les paramètres ne fonctionnent pas comme ça ici. Si je veux par exemple passer ça comme un paramètre, je vais dire lambda name, n'est-ce pas? Et là, je vais dire ici, j'ai $h1, n'est-ce pas? Et à la place de passer, au lieu de passer les paramètres ici, je vais plutôt les passer ici. Je vais plutôt les passer ici, tout simplement. Je vais dire ici plutôt name, n'est-ce pas? Je vais plutôt passer le nom ici. Et oh, désolé, ici je vais pas dire ça, je vais pas appeler ça name, je vais plutôt dire ça 1 pour dire premier argument. Ici là, je vais plutôt dire 2 pour dire deuxième argument et ainsi de suite. Donc si je vais dire salut Golden Brain, je vais plutôt venir ici, je vais dire Golden Brain comme ceci et je vais dire 45, n'est-ce pas, pour dire l'âge. Donc si j'exécute ce code, vous voyez ici, ça nous dit salut Golden Brain, j'ai 45 ans. Et je peux faire plusieurs, pour vous montrer vraiment que c'est une fonction. Si je supprime ça, voilà, et là je supprime ceci, ici là j'ai 4 ans, ici j'ai 12 ans. Donc vous voyez voir que la fonction sera appelée 3 fois, n'est-ce pas? Salut Golden Brain, j'ai 45 ans, j'ai 4 ans, j'ai 21 ans, n'est-ce pas? Donc ça, les arguments changent tout simplement. Ok. Maintenant, si qu'est-ce qui arrive si on passe plus de 2 arguments? Donc si je vais dire ça, okay, on va voir ce qui se passe. Donc en fait, cet argument là est juste ignoré jusqu'à ce qu'elle est utilisée. Donc si je viens ici là, je dis echo et je passe le $3. Donc vous voyez, voici ce qui va s'afficher. Donc on a ici Golden Brain, j'ai echo ça. Vous voyez ici le echo est affiché pour la deuxième fois qu'on appelle la fonction, mais juste qu'elle est vide. Vous voyez, elle est vide. Juste qu'elle est vide. Donc il y a un espace. Donc le texte est bien là, mais juste que le echo affiche rien. Donc il y a un vide qui est là. Alors, nous avons déjà parcouru beaucoup de choses. Maintenant, il y a voici d'autres commandes fréquemment utilisées par les DevOps Engineers. Donc ici, on a le ls, n'est-ce pas? On a le ls pour spécifier qu'est-ce qui se trouve exactement dans notre fichier. Donc on a ici run sh, on a shell scripting nd et on a aussi le test.text qu'on vient de créer. Et si vous êtes sur Windows, utilisez dir, n'est-ce pas? Utilisez dir. Donc maintenant, on a ici 4 affiches le contenu d'un fichier. Donc on va afficher le contenu d'un fichier ici. Si par exemple, il va afficher le contenu de shell, n'est-ce pas? Je vais juste venir ici, n'est-ce pas? Donc je vais faire
ici je vais faire, oh désolé, je voulais pas supprimer ça. Je vais faire 4, n'est-ce pas, et passer le nom du fichier. Je vais dire ici shell scripting .md. Voilà. Si j'exécute ce code, ok, j'ai pas exécuté. Voici le run SH. Vous voyez, voici le contenu du fichier que je suis en train de vous présenter. C'est ça que j'appelle shell scripting.md ici, n'est-ce pas? Et on va utiliser la commande cat. Et vous voyez, j'ai lancé plutôt mon fichier. J'ai lancé le fichier run.sh pour avoir cette commande là. Je pourrais aussi l'écrire directement dans mon invité de commande dans mon terminal. Donc si je copie ça et je viens le coller là, vous voyez, ça va me donner le même résultat, n'est-ce pas? Ça va afficher tout ça. Et il y a la commande grep. Donc disons que dans ce fichier là, je cherche peut-être puissant, le mot puissant, n'est-ce pas? Donc je cherche le mot puissant comme ceci. Je vais copier ceci. Je vais venir là et je vais dire, lorsque j'aurai le résultat ici, 4. Donc je peux le stocker dans une variable, n'est-ce pas? Je peux le stocker dans une variable. Ok, je vais juste le pipe. Je ne vais pas le stocker, je vais le pipe en utilisant le grep comme ceci. Et là, je vais recharger puissant comme ceci. Donc si j'exécute encore ça, j'exécute encore ceci, ça m'a encore affiché tout le dossier. Mais cette fois-ci, la commande grep n'est pas passée. Ok, ça n'est pas passé. Bon, en fait, le grep, c'est juste pour rechercher, n'est-ce pas, dans une chaîne de caractères. C'est juste pour rechercher. Bon, je vais essayer de copier ça dans mon terminal pour voir ce qui ne va pas. Donc là, je copie ça ici. Ok, vous voyez. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce que ça n'a pas marché quand j'ai exécuté, mais ici, ça marche. On va voir que on a ici populaire. On va ici le boon shell. Voici puissant. N'est-ce pas? Voici puissant ici. Un outil puissant. Donc ça a cherché. Voici la ligne sur laquelle elle est. Donc ça a affiché toute la ligne. Donc c'est ici qu'on a trouvé le mot puissant. Bon, je vais encore essayer de l'exécuter. Donc je vais nettoyer. Je vais encore essayer de l'exécuter en utilisant le cd-run.sh. Ah, pas, j'ai dit cd-run au milieu de sh. Donc on va utiliser plutôt sh pour dire shell. shellrun.sh. Donc là, ok, ça marche maintenant. Donc d'abord, il y avait un problème de cache. Maintenant, ça marche très bien. On a ici run.sh et on a trouvé le mot puissant qui est là. Super. Maintenant, ici, parfois, il va arriver que on ne puisse pas exécuter nos fichiers. Et pour rendre nos fichiers exécutables, on va utiliser le change mode, n'est-ce pas? Plus execute script.sh. Et ça va dépendre du script qu'on veut exécuter. Donc, dans mon cas, mon script ici, c'est run.sh, mais je tiens à noter ici là que mon script est déjà exécutable. C'est pour ça que je parviens à faire le sh et je run tout simplement. Donc il peut arriver que vous n'avez pas les permissions d'exécution pour un fichier, donc il faut utiliser cette commande ici pour pouvoir l'exécuter. Ensuite ici on a sleep 5 seconds. Donc peut-être que après cette commande ici là, j'aimerais peut-être patienter 20 secondes, disons. Bon, 20 c'est un peu trop long. Je vais partager 5 secondes, oui, bon, 5 ou 7 secondes. Oui, 7. Donc si je réexécute cette commande, si vous voyez, ça va trouver le puissant, mais ça va attendre 7 secondes. Et cette fois-ci, je pense que c'est déjà à 7. Le code va s'arrêter. Donc vous voyez un peu comment est-ce que ça marche. Donc la commande sleep va nous permettre de patienter quelques moments. Il peut arriver que vous avez peut-être dans votre pipeline, vous avez peut-être lancé votre base de données. Mais ce qui va se passer, c'est que vous ne savez pas si est-ce que la base de données a été lancée avec succès. Donc vous pouvez juste décider de patienter un peu dans votre pipeline, peut-être 10 secondes, le temps que la base de données se connecte bien et tout s'installe normalement avant que vous ayez commencé à faire les requêtes à votre base de données. Ça, c'est un exemple très simple. Et on a aussi le WC pour dire word count, n'est-ce pas? Ça, c'est le word count. Là, je peux à la place de grep ici, là, je peux dire le word count. Donc, on va compter juste le nombre de mots qui se trouvent dans shell scripting. Comme ceci, là, si vous voyez ici, ça m'affiche 240 mots. Donc, tout ce fichier-ci a jusqu'à 240 mots. Donc maintenant, passons à l'exemple concret. Donc ça, c'est juste un script très simple que j'ai écrit pour vous. Donc déjà, vous pouvez voir ici qu'on a notre bash, n'est-ce pas? On a notre bash. Et on va d'abord afficher bienvenue dans mon script. Et ensuite, on va dire quel est votre nom. On va prendre le nom et on va dire ici nom, n'est-ce pas? On va afficher le nom. Non, on va juste récupérer le nom, on va garder d'abord. On n'affiche pas, on va garder. Et ensuite,
on va vérifier si, est-ce qu'il y a quelque chose dans le nom. Est-ce que ce nom-ci là a quelque chose. On va utiliser le -z pour ça. Le -z va vérifier si la variable nom a quelque chose. Est-ce que la variable nom possède quelque chose, n'est-ce pas? Ensuite, ici, on a echo, salut, non, on va afficher le nom. Et maintenant, on va dire h est égal à 0. On va maintenant dire entre ton âge. Donc, par défaut, âge est égal à 0. Donc, ce qui fait que cette condition-ci va passer. Donc, quand on va dire 0 est moins que 18, c'est vrai. Donc, on va dire do. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher l'âge. On va afficher entre ton âge. Désolé, on va afficher entre ton âge. Et on va dire read age ici. Lorsqu'on va entrer l'âge, et maintenant, on va encore comparer. Est-ce que cet âge-là est plus grand que 18? Si oui, on va dire, vous êtes majeur. Mais dans le cas contraire, désolé, vous êtes trop jeune. Donc ça, c'est un script très très simple. N'est-ce pas? Donc je vais le copier. Je vais l'exécuter dans notre terminal. Donc je vais l'exécuter. Ah, désolé, je ne l'ai même pas copié. Donc là, je vais mettre ça en commentaire. Là, je vais le copier ici. Là, je vais faire CTRL-C. Je vais nettoyer. OK. Bon, je vais exécuter le code. Donc, on va ici. Bienvenue dans mon script. Merci. Quel est ton nom? Moi, c'est Golden Brain Tech. OK. On dit salut Golden Brain. Entre ton âge. Bon, moi, j'ai 56 ans. Et là, on va me dire parfait, tu es majeur. OK. Ça, c'était juste l'exemple que je voulais vous montrer. Donc, en conclusion, le Shell Script est un outil puissant pour les développeurs et les administrateurs système, avec des bases comme les variables, les conditions, les boucles, les fonctions. Et vous pouvez aussi automatiser presque n'importe quoi. Et avec les exemples pratiques et simples qu'on a vus dans cette vidéo, j'espère que vous serez capable de ouvrir des possibilités infinies en utilisant cette nouvelle compétence que nous venons d'acquérir. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu tellement de choses. Nous avons vu c'est quoi le shell, quand est-ce que l'utiliser, quand l'utiliser, quand est-ce qu'il faut l'utiliser. On a aussi vu pourquoi est-ce que les DevOps, ça c'est la partie la plus importante, pourquoi est-ce que les DevOps doivent connaître le shell scripting. Et nous avons vu les différents shells qui existent, n'est-ce pas? On a parlé du Boon Shell, on a parlé du SH, on a parlé des autres recettes tels que le Zesh, le Cache et le Fish, n'est-ce pas? On a vu le shebang, on a vu la commande echo, les variables, les entrées utilisateurs, les conditions, les comparaisons, la condition case qui est très importante lorsqu'on ne veut pas beaucoup écrire du code avec le if-else. On a vu les boucles telles que la boucle for, la boucle white. On a vu les fonctions, n'est-ce pas? Les fonctions avec paramètres, les fonctions sans paramètres. Et aussi, je vous ai montré quelques commandes. Et c'est comme nous venons de finir le petit exemple de script que nous avons écrit juste pour qu'on puisse pratiquer un peu. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, déjà, je vous recommande de vous cliquer sur la cloche de notification et aussi de vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et pourquoi pas partager, n'est-ce pas, cette formation avec vos camarades qui aimeraient bien suivre une formation sur les DevOps, parce que il serait beaucoup plus facile, n'est-ce pas, pour quelqu'un de commencer le DevOps en suivant une formation qui est actuellement en train d'être publiée, n'est-ce pas? Et ça serait plus facile parce que lorsqu'il va finir la formation, ça sera encore plus difficile de finir cette formation-ci. Donc, revenons dans le 12e jour de notre formation de 60 jours. Ciao!